Et puis donc, je suis une boîte tech, mais j'ai pas de technologie. J'ai pas de technologie. J'ai débrouillé sur le terrain et j'ai pas de technologie. Tu fais combien de chiffres? À l'époque, je faisais déjà... Ouais, à l'époque, je faisais 350 millions par mois. Je m'appelle Serigne Malick Tall. Je suis un entrepreneur dans le passé. J'aime me définir aujourd'hui comme un serial entrepreneur. Sur les 10 dernières années, j'ai fait quoi? 17 boîtes 17 boîtes. Aujourd'hui, je suis employé. Aujourd'hui, je suis employé pour quasiment la première fois de ma vie et je travaille chez Wave. Je fais du business development et du public policy. J'aime la vie tout court. Hein. Je suis un bon boy town. J'aime les bons moments avec les amis, avec la famille. J'aime le basket. J'aime le business. J'aime les affaires. J'aime le process. Et puis j'aime le outcome aussi, j'aime l'argent. J'ai commencé, pour aller plus loin, primaire franco-sénégalaise. Après franco-sénégalaise, les maristes. J'étais un élève très moyen. Enfin, très moyen. Oui, très moyen. Très moyen. Impassable. Impassable, ouais. J'ai repris ma troisième, j'ai repris ma seconde mariste. En troisième, j'ai changé d'école et j'ai changé un peu de truc. Je suis allé dans une filière un peu plus professionnelle. J'ai pas passé un bac général. J'ai passé un bac un peu plus professionnel en gestion, option comptabilité, option compta-gestion. C'est l'équivalent de G. C'est la dernière promotion des... ce qu'ils appellent aujourd'hui STMG, là. Avant qui était STG, ça n'existe plus. Mais sauf que moi, ça s'appelait STT à l'époque. Sciences, technologies et tertiaires. Métier du tertiaire, on faisait du marketing. Et voilà, mais... Déjà là, je me plaisais beaucoup plus. J'avais commencé à me réaliser beaucoup plus. Parce que j'avais... Au moins là, j'avais réussi... Je me retrouvais beaucoup plus dans ce que je faisais dans ce cadre-là. C'était beaucoup plus professionnel. C'était beaucoup plus la main à la pâte. C'était plus en mode projet, etc. Et j'avais quitté les Maris. J'étais à Mermoz, qui était beaucoup plus ouvert et avec une culture de l'enseignement très différente. Et ça m'allait mieux. Surtout que moi, depuis que je suis tout enfant, j'ai un père entrepreneur et j'évolue dans son sillon, quoi. J'évolue dans son sillage. Et puis, depuis que je suis enfant, je crois j'avais 12 ans, la première fois que j'ai fait réceptionniste au cabinet de mon père, je décrochais le téléphone. Il avait un cabinet de conseil en entrepreneuriat, enfin en développement de l'entrepreneuriat. Et puis je me rappelle de la phrase « Allô, Cepic, bonjour, comment puis-je vous aider? Serigne Malick à l'appareil. » 12-13 ans. Donc oui, je me suis épanoui dedans très tôt. Ensuite, les études supérieures, un bac donc STT. Je suis allé à Toulouse. On m'a emmené à la fac. J'ai commencé en... On m'a inscrit en maths appliquée. C'était pas bon. Parce qu'en STT, on fait pas de maths. Je crois que j'ai arrêté les maths en première, je crois, un truc comme ça. Je suis en terminale, on n'a même pas de maths, je crois. Je me rappelle plus, mais ouais. Toulouse, l'Arsenal, Toulouse 1. Donc je commence mes études maths, je vire très tôt en sciences éco. Je fais 2 ans de sciences éco, passable, très passable, très passable. Je passe ce qu'ils appellent passer à cheval. C'est-à-dire que tu valides pas toutes les matières, mais tu emmènes des matières avec toi en deuxième année, etc. Et crédit, tout le monde. Et donc je passe à cheval, je suis entre les 2 années à chaque fois. Et donc au bout de la 2e année, je transfère vers le bachelor de l'ESC Toulouse. Et puis là, je m'éclate juste, quoi. Je crois qu'au concours d'entrée, j'ai eu 19.
tu vois, la meilleure note de ma vie, quoi. C'est l'une des premières fois que je me suis senti bon à quelque chose. Il dit, business school, ici c'est pour moi. Ici c'est pour moi. À l'entrée, j'ai eu 19 sur 20, tu vois ce que je veux dire. Là, je suis dans mon terrain. Là, je suis là. Là, je suis là. Là, j'ai trouvé, je suis bien. Et puis j'ai adoré. Moi, l'ESC m'a sauvé la vie. Tu vois. Le bachelor de l'ESC m'a sauvé la vie. L'ESC, j'ai fini ça et puis c'était la fin de mes études. Donc, chez l'ESC, j'ai fait une première année générale, très générale, je suis en business. Une deuxième année qui était orientée technologie, système d'information. Et puis une troisième année en finance, en bachelor. Et puis voilà. Donc, parcours très sinueux, éclectique, j'ai changé, j'ai fait différentes choses et puis ça me... Mais toutes ces choses-là me permettent d'être la personne que je suis aujourd'hui. Quand on parle de technique managériale, techniquement, j'ai la compréhension d'un économiste, l'économie macro. J'ai une vraie compréhension des dynamiques macro, l'économie en général et les sciences sociales. Mais j'ai aussi une compréhension très micro des dynamiques de l'entreprise et des métiers de l'entreprise. Parce que je les ai tous visités. Donc je suis un bon généraliste. Je suis un bon généraliste et beaucoup plus pointu sur certains sujets que d'autres, mais ça me donne un angle assez exceptionnel. Et ça m'a beaucoup aidé dans ma carrière d'entrepreneur. Dans ma carrière d'entrepreneur et puis dans ma vie d'employé aujourd'hui. C'est pas vraiment une décision. Hein. C'est pas vraiment une décision. Je finis mes études, école de commerce, école privée, ça coûte un peu cher. Mon père est un homme d'affaires. À la vie des hommes d'affaires, il y a des hauts, il y a des bas. C'était une période down pour lui. Et je me retrouve dans une situation où je finis mes études, mais je ne suis pas diplômé. Parce qu'on doit à l'école, je crois, je ne sais plus si c'est 23 000, je ne sais plus si c'est 18 000 euros, mais on doit de l'argent à mon école. Bon, je suis étudiant immigré en France, donc j'ai des problèmes de papier, qu'est-ce que tu fais encore ici, etc. Au-delà de ça, donc quand tu dois de l'argent à l'école, ils ne te donnent pas forcément, c'est-à-dire ils ne te laissent pas passer le dernier petit examen, ce qu'ils appellent le grand oral. Parce que si tu le passes, tu as le diplôme. Mais ils ne peuvent pas dire il est diplômé, mais il n'a pas payé. Donc ils ne te laissent pas passer l'oral, le dernier examen. Le dernier. Tu as juste besoin d'y aller. Celui-là, ils ne te laissent pas le passer. Ils savent que si tu y vas, tu le passes, tu as la moyenne partout, tu as toutes tes matières, tout est bon. Ils ne te laissent pas le passer jusqu'à ce que tu payes, après ils te laissent le passer. Donc moi, je l'ai passé un an et demi après cet examen. Et donc j'ai gradué. Par exemple, moi je suis promotion en 2010-2011, mais j'ai gradué en 2012-2013, je crois. Je ne sais plus exactement les dates. Et donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je cherche du travail, j'en trouve pas forcément. Je ne suis pas diplômé, donc comment tu trouves du travail? T'as pas de diplôme, tu as des stages ou des trucs comme ça. La troisième chose, c'est qu'il faut faire un stage de fin d'études. Je me dis, bon, en attendant de trouver les moyens de payer, je vais faire un stage de fin d'études. Je m'inscris au Young Professional Programme de la Banque Islamique de Développement, mais c'est trop compliqué. Je passe la première étape, la deuxième, mais après je ne vais pas au bout parce que c'est la période où il y a les révolutions arabes 2011. Et le ministère de l'Éducation nationale français dit que tous les échanges, stages, trucs avec les pays arabes, c'est pas exactement ça. Et je crois qu'ils ne les acceptent plus. Donc ils n'envoient plus d'étudiants dans le système scolaire français dans ces pays-là. Et donc, moi, je peux pas... Voilà, mais dans tous les cas, je pourrais pas y aller et puis il faut que je fasse le stage. Et puis, bon, j'ai une opportunité, je crois, le jour où je finis, je crois que je finis le vendredi, j'ai une opportunité au bureau de mise à niveau au Sénégal. Et je rentre presque automatiquement. Je rentre presque automatiquement parce que c'est la seule opportunité qui s'offre à moi. Je me dis, bon, je vais faire un stage et puis je verrai après comment je vais payer. On verra une fois arrivé à Dakar avec le pas, etc. Et puis, ben,
Oui, et puis voilà. Je passe 6 mois au bureau de mise à niveau. 6 mois assez génial parce que j'ai une mission d'étude, d'évaluation de l'impact du programme de mise à niveau au Sénégal. Et donc, je visite 60 entreprises. Et ces 60 entreprises m'expliquent comment ils sont passés de entreprises avec du potentiel, mais encore quelques difficultés, à boîtes qui sont devenues, grâce au programme de mise à niveau, grâce au programme d'investissement, comment ils se sont transformés. Le programme de mise à niveau, c'est un programme de transformation, où l'État du Sénégal, les partenaires te disent, on te rembourse entre 50 et 80% à l'époque, je pense que ça a changé maintenant, de tous les investissements de développement que tu fais. Donc en fait, si tu fais des investissements écologiques, des machines et que tu es un hôtel, on te rembourse ces investissements que tu fais. Si tu es une usine et que tu achètes des machines, on te rembourse ça. Et en fait, le bureau de mise à niveau regarde toutes les fonctions de l'entreprise. Fonction support, fonction métier, fonction RH, donc ça va du RH à la compta, à la finance, IT, au système d'information, à la production, quand on est dans une usine, etc. Et en fait, je compare ce que les entreprises étaient avant et après le programme de mise à niveau ou en cours de programme de mise à niveau sur 60 entités sénégalaises. C'est un truc assez exceptionnel parce qu'en réalité, je vois le business au Sénégal. Et puis, le stage fini, j'arrive pas à trouver de travail. Le stage va finir, j'arrive pas à trouver de travail. Pour trouver un travail, il faut un diplôme. Pour avoir un diplôme, il faut de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut un travail. Et toi, tu dois aussi de l'argent. Et je dois de l'argent à l'école. Donc, voilà. Donc, pour payer, il me faut un travail. Mais pour avoir le travail, il me faut le diplôme. C'est un truc qui finit pas. Et donc, bon, j'ai un oncle qui m'aide à payer. Mes parents m'aident un peu. M'aident beaucoup. Beaucoup, pas un peu. Beaucoup. Les gars se saignent. C'est extraordinaire. Et puis dans tout ça, j'ai une opportunité, je rencontre Alpha et Ardo qui développent des websites à l'époque. C'est quelle année 2011. 2011 et je leur dis les gars, moi j'adore ce que vous faites. J'adore leur liberté en fait. Les mecs sortent des études, ils développent des sites web, ils codent jusqu'à 2 h du mat, des fois courant coupé. Ils écrivent des lignes de code sous un lampadaire. Ils vendent, tu vois, ils font de la digitalisation en 2011. La boîte s'appelle By Feeling. Et puis je leur dis, les gars, moi j'adore ce que vous faites. Je suis amoureux de ça. Je m'y connais pas vraiment, je suis pas dev. Par contre, il y a un truc que je sais faire. Je sais vendre. Et je leur dis, voici ce qu'on fait. Je travaille avec vous, mais je vais être associé et j'ai pas d'argent. Et puis on trouve une entente où normalement, quand j'emmène un deal, négocier un cut, c'est 20% du deal, c'est pour moi. Et les 20% sont réinvestis pour financer mon achat de parts. Donc on structure ça comme ça. Fin 2011, début 2012, et puis la vie, les relations, le network. J'ai une sœur à moi qui bosse à l'époque chez Caractère. On fait le lien. Je lui présente ce que mes gars font et nous trouve un rendez-vous avec les gars de Caractère. À l'époque, les mecs, ils achètent un site web. Il y avait AK Project, People Input, etc. Les mecs vendaient les projets digitaux à 6 millions, 7 millions, une dizaine de millions, etc. Les plateformes, ils avaient des devs, ils avaient une structure de coûts. Nous, on allait au WARC. Tu connais le WARC? Tu connaissais le Arfan? Le BISAP à 100 francs. Tu peux t'asseoir et bosser. Internet gratuit. Avec l'ombre. Hey. Nous, on allait au WARC. On se posait là-bas. On arrive le matin à 8 h. On prend 3 BISAP. 300 francs. On a un bureau. On a Internet. Il y a la bibliothèque. La bibliothèque, il y a la clip. On donne nos rendez-vous là-bas. Il y a le Agne. On est avec les universitaires, les professionnels de la zone,
les entrepreneurs, les hommes d'affaires qui sont dans la zone, qui viennent déjeuner là-bas, les profs, les étudiants étrangers. Et puis donc du coup, parce que le WARC c'est un centre de recherche universitaire et qui est à Fan. Et donc c'est juste génial parce que oui, mais du coup on se lève et puis on dit au gars, ben, toi tu payes 5 millions, moi je te fais le site web à 400 000. Je te le fais le site web à 450 000, 500 000. 500 000 moins 10% de réduction, ça fait 450 000. Par contre tu m'en achètes 10. Je crois qu'on signe notre premier deal avec eux. C'est un programme des Nations Unies qui avait été confié à Caractère, qui s'appelle Éducation de base, et qui gérait l'éducation dans les daras et dans les écoles, etc., la modernisation des daras, etc. Et on s'est retrouvé à facturer 6 millions. On s'est retrouvé à facturer 6 millions de francs CFA pour un travail qu'on a exécuté magnifiquement. J'avais peur parce qu'on avait vendu à Caractère, et comme je ne suis pas un professionnel du secteur, je ne savais pas ce que les gars savaient faire. En fait, je ne savais pas si c'était bon. Et donc les gars ont délivré, et puis c'est parti de là. Et donc j'ai rejoint By Feeling et j'y suis resté 2 ans. Ma carrière d'entrepreneur commence comme ça, de 2012 à 2014, fin 2013, début 2014. On se sépare en 2014, et puis après ça s'enchaîne, je sais pas quoi, juste ça s'enchaîne. Après ça part dans tous les sens. Monter 17 boîtes, enfin, après ça c'est un peu un trait de caractère. Après, pour corriger un peu, c'est pas exactement monter 17 boîtes, c'est monter ou participer en tant qu'associé. Et être opérationnel ou être juste stratégique dans 17 entreprises différentes. Juste pour précision, mais d'abord c'est un trait de caractère. Ensuite, c'est une histoire d'opportunité. Là où le vent et la vie te mènent. J'aime bien dire la vie, c'est pas un fichier Excel quoi. Tu dis pas je commence ici et je vais aller là. Ça va forcément faire ça. Et puis bien souvent tu finis très loin de là où tu pensais que tu serais. Et c'est très... Comment on peut appeler ça? C'est la vie. C'est la vie. C'est juste la vie. Et moi, c'est mon trait de caractère. Après, beaucoup de gens considèrent cela comme un défaut. Si j'ai raté beaucoup de choses dans ma vie, c'est parce que peut-être je manque de concentration, mais on a les défauts de ses qualités. Mon père aime souvent raconter un truc, c'est la cigale et la fourmi. Il dit, dans la fable, la cigale ne réussira jamais rien de sa vie et la fourmi va construire petit à petit et gagner beaucoup de choses. Mon père dit de moi que je suis une cigale. Il dit parce que je ne vais pas garder, je ne vais pas construire les choses petit à petit, je ne vais pas être concentré 20 ans sur la même chose. Par contre, ce qui va se passer, c'est que je vais peut-être devenir une star, quoi. Je vais peut-être devenir Michael Jackson parce que j'aurai tellement dansé tout l'été que je serai l'un des meilleurs danseurs sur la Terre, tu vois. Et puis c'est ce qui m'a toujours drivé dans chaque boîte que j'ai fait. C'est d'être le meilleur acteur sénégalais ou africain ou mondial dans chaque chose que je faisais. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Je suis une cigale. Et puis oui, mon père dit autre chose. Il dit on a les défauts de ses qualités. On a les défauts de ses qualités. Quand on n'est pas organisé, on est créatif. Quand on est créatif, on n'est pas organisé. Teamix et Payol, c'est 2 boîtes différentes déjà, mais c'est le... Moi, je pense que Payol et Teamix, c'est le cœur. C'est le cœur de ce qu'on appelle, moi, mon grow up. Là où je grandis. C'est-à-dire quand je... Payol, c'est d'abord un agrégateur. Parce que, entre-temps, j'ai rejoint une boîte familiale qui était en train de couler. Enfin, qui était en train de couler, qui avait des problèmes en tout cas. Je travaillais beaucoup avec mon père. Et puis donc, l'une des activités qu'on avait, c'est une activité de distribution de crédit telco. On vendait du crédit pour les opérateurs telco, Orange, Tigo, Expresso.
À l'époque, et puis c'était c'est de Easy Calma quoi. Et puis on avait construit un truc où on vendait du crédit tous les jours à des centaines de boutiques de quartier. Et puis on avait beaucoup de problèmes logistiques, stock, trésorerie, etc. Les manquants sur le terrain. Et puis on voulait digitaliser cette activité. Et c'est dans ce cadre que je me suis rapproché de Pape Biram. Mais cette activité n'avait pas survécu. La boîte s'appelait Vecteur. Vecteur et ça. Et la boîte n'a pas survécu. Mais ensuite, j'ai construit une plateforme digitale de distribution de crédit. Ça permettait beaucoup de choses. Ça permettait de gérer les problématiques de stock. Ça permettait de gérer les problématiques de trésorerie. Parce qu'en réalité, quand j'achète chez les opérateurs et que je leur donne, non, et que je donne à mes boys et qu'ils vont vendre, en fait, je suis au boutiquier, je ne peux pas satisfaire ma demande. C'est-à-dire, je suis capé. C'est la quantité d'argent que j'ai pour acheter, c'est elle qui me capte. OK? D'accord. Si je digitalise le process et que le boutiquier a une application à laquelle il achète des UV, c'est-à-dire, il donne à mon représentant sur le terrain de l'argent. Ce monsieur lui donne des UV. Avec ces UV, il peut vendre du crédit. Ça veut dire que moi, en réalité, je donne de l'argent à l'opérateur, il me donne du stock. Le stock est chez moi. Moi, je donne un accès et puis des crédits, des UV, dans une plateforme à mon vendeur qui va donner ces mêmes UV au boutiquier. Le boutiquier va prendre 24 ou 48 heures pour les vendre. Mais l'argent est revenu et le stock est encore chez moi. Donc, ça me permettait de déployer mon reach. Et c'est de là que c'est parti. C'est devenu une plateforme d'agrégateur pour les produits telco. Ensuite, on y a ajouté les produits de mobile money. Ensuite, on y a ajouté les produits FMCG. Ensuite, on a essayé d'en faire une banque où donc, les boutiquiers qui achetaient pouvaient mettre leur argent dessus, emprunter, payer, acheter le stock de leurs marchandises, etc. Et puis donc, en fait, on est très vite monté à 3000 boutiques de quartier. Quand on monte à 3000 boutiques de quartier, on devient un business de plusieurs millions de dollars. Et on a besoin d'une vraie plateforme pour faire ça. Sauf qu'une plateforme tech à ce standard, pour la penser, la développer, la monitorer, la maintenir et la faire évoluer, l'équipe tech qu'il faut, j'ai pas l'argent pour payer. J'ai des marges trop faibles sur les produits que je vends. Et il n'y a personne qui va me prêter 200 millions pour pour développer une plateforme au standard. Et puis donc, je suis une boîte tech, mais j'ai pas de technologie. J'ai pas de technologie. J'ai des boys sur le terrain et j'ai pas de technologie. Tu fais combien de chiffres? À l'époque, je faisais déjà... Ouais, à l'époque, je faisais 350 millions par mois. 350 millions par mois. 350 millions par mois. À l'époque, on faisait 350. Oui, 600 000 $. Là, on faisait 350 millions. Et tu n'es toujours pas assez big pour... Je suis pas assez big. Je suis loin d'être assez big. Ce qui prouve que j'étais pas assez big, regarde InTouch aujourd'hui. Juste sur les produits digitalisés. Regarde Sharima au Maroc qui fait... ce que Sharima fait, ce que SocoWatch fait, ce que Trade Depot fait, ce sont des choses qu'on faisait 3-4 ans avant. À notre scale au Sénégal. Et puis en fait, c'est très difficile parce qu'à l'époque, je ne sais pas lever de l'argent. Je ne sais pas lever de l'argent. Je ne sais pas faire. Je ne suis pas assez bon dans lever de l'argent. Je suis très bon opérationnellement. Je sais te dire, ici, là, parce qu'aujourd'hui, on est aux Almadies. À l'époque, quand j'étais dans Payol, je peux te dire qui sont les boutiques qui consomment quoi, qu'est-ce qu'ils achètent par jour, le gars, c'est qui sa femme, à qui il prête, combien il prête, ce qu'il y a dans son cahier du boutiquier, parce que je demandais à mes boys sur le terrain de photocopier la dernière page du cahier du boutiquier chaque jour. Je savais combien d'argent il avait. Je savais c'était quand l'anniversaire de ses enfants. Je savais quand est-ce qu'il allait en vacances en Guinée. Je savais quand est-ce qu'il faisait ses rotations et qu'il changeait les boys de ses boutiques. C'est-à-dire, le terrain, c'était mon truc. J'étais bon opérationnellement. C'était mon métier, je le connaissais. Mais j'étais extrêmement mauvais dans tout ce qui était fonction support. La gestion de mes finances, la gestion de ma trésor, la gestion de mes RH, la gestion de ma relation avec des investisseurs, la gestion de ma relation avec des banques.
Et quand on avait ce flux-là, ben, tout le monde voulait travailler avec nous, les banques nous prêtaient de l'argent, mais on le gérait très mal, etc. Et puis donc, on se retrouvait à ne pas gagner d'argent. On se retrouvait à ne pas gagner d'argent. Parce qu'on n'était pas... Oui, parce que j'étais pas assez bon manager. J'étais pas un assez bon entrepreneur. Et puis... Et ça m'a fait me découvrir, ça m'a fait savoir qui je suis. Dans ce voyage-là, j'ai compris que j'étais pas un bon numéro 1. Je suis pas un bon numéro 1. Je suis pas un bon... Je suis pas bon à conduire la voiture. Je peux la construire, je peux aller chercher le carburant, je peux préparer le terrain, je peux faire le tour du circuit à pied 10 fois. Je suis le meilleur copilote qui existe sur Terre. Pas que je ne suis pas bon, mais je ne suis pas assez bon pour le standard auquel je voulais jouer. Je dis souvent, l'objectif, c'est la NBA. Right? Maintenant, dans la NBA, il y a les All-Star Players. Dans chaque équipe, il y a un clutch. Je ne suis pas le clutch. Je vais prendre le bloc, je suis le travailleur, je défends, je me bats partout, mais je ne sais pas marquer le point. Trop généraliste, pas assez pointu. Et ça revient à mes études, ça revient à mon caractère, ça revient à mon aspect pas concentré sur une chose, ça revient à... Et puis donc, j'ai besoin de cette plateforme. Je vais voir Pape Biram qui dirige à l'époque Netikoa, qui est une usine de dev. C'est un truc de malade. Les gars sont bons, les gars sont vraiment bons. Ils font des choses exceptionnelles. Et puis, ils travaillent pour Netikoa France, donc, qui est une boîte qui prend des deals à l'étranger et qui les confie à des ingénieurs ici. Donc, c'est du outsourcing. Et donc, tu as une équipe de gars qui sont au standard international, qui sont à ce standard-là. En termes d'environnement de test, d'environnement de prod, d'environnement de pré-prod, en termes d'architecture, en termes de... Ils ont une équipe structurée et c'est génial. Et puis je lui dis, à l'époque, moi, je peux rien acheter de chez eux. Il faut investir 200 millions pour avoir un truc chez eux. En tout cas, entre 120 et 200 millions. C'est ce qu'on chiffre. Et je lui dis, j'ai pas les moyens de tout payer. Donc, voici ce qu'on va faire. Tu m'apportes la plateforme et je te donne des actions. On va sortir un peu de cash. Je te donne des parts. Ou je te donne un revenu cher sur ce qu'on gagne tous les mois, sur notre run. Pape Biram prend le temps de réfléchir, il parle avec ses gars et c'est le moment où Netikoa traverse un passage difficile parce que la boîte a été revendue en fait. Leur boîte a été revendue, le groupe a été racheté par un autre groupe et le nouveau groupe qui a racheté trouve que les ingénieurs sénégalais sont trop chers et ils ont envie de continuer le outsourcing, mais pas au Sénégal. Ils veulent le faire dans un autre pays, je crois dans les pays de l'Est, un truc comme ça. Et puis ils ont envie de relocaliser le top de l'équipe, etc. Et donc les gars se demandent vraiment ce qu'ils vont faire. Et donc j'arrive avec cette proposition où je leur dis, vous pouvez gagner de l'argent sur le long terme en prenant des parts de ma boîte ou bien en prenant du revenu cher sur ma boîte. Et par contre, vous gérez ma plateforme au standard international, quoi. À l'époque, les mecs faisaient des plateformes de banque, etc. Ils faisaient des core banking, ils faisaient des trucs vraiment poussés en fait. Pour des grosses banques internationales. Voilà, mais en fait, juste en outsourcing. Et je leur dis, je veux le même niveau de qualité, mais voilà, je vous paye un truc. Je me répète, mais en gros, c'est ça. Pape Biram réfléchit un peu avec son équipe et il leur dit, on crée Timex. Et il leur dit, ce que Malik nous a proposé, on le fait, mais on ne le fait pas pour Malik seulement. Vu que Netikoa, c'est fini, on part ensemble, on investit ensemble, on structure une boîte le premier startup studio tech qui prend des parts en échange de technologie. Et donc c'est comme ça qu'on construit la plateforme Payall, la première plateforme au standard. Et les gars sont tellement bons qu'ils développent la plateforme en 2 jours. Je te jure. C'est des machines, 2 jours. En 2 jours. Et donc, c'est comme ça que Timex se lance. Et Timex, c'est une entreprise dans laquelle j'ai pas eu beaucoup d'engagement opérationnel.
Ce que je regrette un peu, parce que j'étais très focus sur Payol et après j'ai évolué vers d'autres boîtes, même si je suis associé de Teamix. Parce que effectivement, quand ils m'ont dit on va le faire, mais voici comment on va le faire, je leur ai dit ok, je veux que vous le fassiez, mais je veux être associé ici aussi chez vous. And then on a mis le capital ensemble avec les gars, on est allé chez le notaire. Et puis c'était parti. Et quelques mois après Payol, on a rencontré Jana Brondel. Jana Pay Brondel qui fait Xalis, une néobanque pour les enfants, pour les ados de 12 à 17 ans en France. Un projet extraordinaire, une entrepreneur extraordinaire, une femme d'affaires extraordinaire. Et donc, on fait la même chose avec Khalis. Et puis ensuite, on fait la même chose avec Firefly, on fait la même chose avec Logidoo. Teamix, c'est l'apport de professionnels de très haut niveau dans des entreprises qui n'ont pas les moyens de se les payer. En réalité, à côté d'un entrepreneur, déjà de très haut niveau, on va mettre Pape Biram, qui est un autre homme d'affaires, un professionnel de très haut niveau, pour sa tech, et on va mettre quelqu'un comme moi. Et en fait, au lieu d'être, parce qu'on fonctionne comme des investisseurs, mais au lieu d'être juste des investisseurs, on est des, comment on appelle ça? Ce qu'on n'est pas des gens stratégiques qui mettent de l'argent et puis qui sommes loin. Parce que vu qu'on gère la tech, on gère le day-to-day, on intervient dans l'opérationnel, Teamix emmène une équipe à côté de l'entrepreneur et le renforce. Ça lui enlève la problématique de sa technologie et donc il va très vite vers le marché. Quand il a une idée d'une nouvelle fonctionnalité, ça arrive vite. Par exemple, nous, chez Payol, on avait des objectifs qui étaient assez exceptionnels. Je disais aux gars deux choses. Et puis ça, c'était notre secret. Et puis, on était toujours one step ahead. Quand les gars faisaient de l'agrégation de produits telco, nous, on était déjà dans le paiement de facture et puis dans le mobile money. Quand les gars sont arrivés dedans, on était dans le FMCG. Quand les gars ont commencé à regarder le FMCG, nous, on était dans le produit financier. Et en réalité, on avait des objectifs. C'était, comment on appelle ça? Il fallait une évolution en termes de fonctionnalité par semaine. Toutes les semaines, la boîte évoluait. Donc le produit évoluait de ce qu'on apprenait du marché. Donc soit on améliorait les erreurs sur les transferts que les boutiquiers faisaient quand les gens venaient se ravitailler, etc. Soit on améliorait. Toutes les semaines, il y avait une évolution fonctionnelle. On apprenait quelque chose et on le faisait évoluer. Et tous les mois, il y avait une évolution technique majeure pour solidifier la plateforme. Et donc, on s'est retrouvé avec un écosystème technologique énorme, posé sur un écosystème métier de la distribution, et puis du wholesaling énorme, avec des ambitions de finance digitale aussi. Et donc, ça crée un truc assez génial sur un marché qui est extraordinaire. Le marché du FMCG en Afrique, c'est 1000 milliards de dollars. Au Sénégal, c'est 25 milliards de dollars par an. Et donc, tu poses une technologie qui est bonne, au standard international, sur un marché énorme. Et puis, ça permet, en tout cas au début, d'aller très vite et puis d'atteindre un scale. Ensuite, est-ce qu'on dépasse un certain cap? Ça là, c'est autre chose. Mais le premier million de dollars de valuation, ou bien un peu plus, on l'atteint assez rapidement. On l'atteint assez rapidement. Parce qu'on ne se pose plus la question de la tech. On a une équipe qui est là pour faire ce qu'il faut pour tester. Les boutiques qui ont besoin, on fait. Et c'est vrai pour nous et c'est vrai pour tous les autres. Et puis donc, on a un engagement stratégique, on a un engagement opérationnel. On supporte le poids de la dynamique technologique. Donc, en gros, Teamix continue son chemin et va loin. Oui, sans prendre trop de temps. C'est ça, Teamix. Et c'est pour ça que c'est très excitant. Teamix et Payol, c'est deux aventures que je vis en parallèle. Et puis c'est une aventure exceptionnelle parce que je rencontre Pape Biram Sène. C'est pas un associé, c'est
plus qu'un ami, c'est un frère, et puis ses valeurs, sa manière d'évoluer. Et il me complète, parce qu'à un moment, il prend la direction générale de PL. Pourquoi? Parce que je ne suis pas un bon numéro 1. C'est quoi, comment tu penses que ton réseau, mais surtout, c'est quoi l'importance d'avoir un réseau quand... C'est clé, c'est-à-dire, je ne me souviens pas d'une seule chose que j'ai pu réaliser dans ma vie, qu'elle ait marché, qu'elle n'ait pas marché, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, sans qu'on m'ait aidé. Et les gens aident les gens. Et ils aident les gens qu'ils connaissent. Ils aident les gens avec qui ils ont des relations. Ils aident les gens qu'ils aiment. Ils aident les gens qu'ils veulent voir réussir. Quand Pape Biram réunit son équipe et dit « Le projet de Malik, c'est un beau projet, j'ai envie d'y aller ». Ou quand PL était dans le plus dur, dans la phase descendante, parce qu'après PL se casse la gueule, mais quand PL était dans le plus dur, on est allé faire un programme ensemble à Stanford, like Stanford Seed, programme pour les entrepreneurs africains. Et puis un jour, on est au cœur des problèmes et un facilitateur, une facilitatrice de Stanford qui vient nous voir. Et puis donc, ils organisent ces sessions de discussion, d'introspection de la boîte entre nous les employés. Et puis il y a une question à Pape Biram et on lui dit, mais avec tous les problèmes que Payol a et avec tout ce que Timix est en train de faire, qui est plus stable, qui gagne de l'argent, etc., pourquoi tu es encore chez Payol? Et puis il dit à cause de Malik. Et c'est la seule raison pour laquelle il était là. Il y a un moment où, effectivement, on n'y croit même plus. C'est-à-dire, des fois, on est là par loyauté, par amitié, par affection, par... des fois, on investit par amour. Je veux dire, le premier argent de Payol, parce que Payol a levé de l'argent plusieurs fois, mais le premier argent de Payol, la personne qui me la donne, il ne me la donne pas parce qu'il croit au business, il me la donne parce qu'il m'aime. Et parce qu'il pense que... Oui, parce qu'il veut que je réussisse. Et puis je rentre dans son bureau et je lui parle de mes ambitions, de mes rêves et tout ça. Et puis le mec me signe un chèque de 50 millions. Donc quand tu sors, quand il te signe un chèque de 50 millions et tu sors, qu'est-ce que Je suis avec Pape Biram, on est assis dans son bureau, on a beaucoup de problèmes. Je lui dis, mon cousin est ultra bon. Il est ultra bon, vraiment. Ivy League School, travaillé dans les meilleures boîtes du monde, énorme consultant, dirige une très belle boîte au Sénégal. Société familiale successful. Et je lui dis, viens, on va le voir, on va lui demander conseil. On s'assoit 2-3 fois et puis un jour, il dit, les gars, qu'est-ce qui règle vos problèmes? On lui dit, ouais, on essaie de lever ici, ouais, on va essayer de parler à Teranga, on va essayer de dire, on va aller là, on va faire ça, on va faire ça. Il dit, oh, qu'est-ce qui règle? Il prend son téléphone, il appelle son DAF et il dit, fais-moi un chèque de 45 millions, je crois, à l'époque, ou 50 millions. Et puis c'est la première fois que je comprends aussi comment on lève de l'argent. En fait, on ne lève pas de l'argent parce qu'on... Non. On lève de l'argent parce que les gens veulent vous donner de l'argent. Ils ont un intérêt à vous donner de l'argent. Ils ont une raison de vous donner de l'argent. Cette raison, elle peut être affective, elle peut être financière, elle peut être stratégique. Une grande entreprise de la distribution peut avoir de l'intérêt à acheter Payol, ou acheter des parts dans Payol parce qu'on est son futur. Une banque peut avoir de l'intérêt à investir dans Payol. Quelqu'un qui m'aime ou quelqu'un qui aime Pape Biram peut avoir de l'intérêt à Payol. Et puis en fait, ben là j'ai parlé de Payol, j'ai parlé d'une autre boîte. Oui, voilà, j'ai parlé de l'investissement de Payol, j'ai parlé de l'association avec Pape Biram chez Payol. Je peux parler de toutes les entités. De toutes les entités. Le cinéma et les documentaires aujourd'hui, c'est ma relation avec Julie Dian. C'est tout, c'est-à-dire... mec, c'est un cinéaste de génie, et puis on a envie de faire des trucs ensemble, et puis on est amis, et puis on s'aime bien, et puis on a envie de grandes réussites l'un pour l'autre, et puis on met nos savoirs en commun. Il est très technique, et je suis très business, et ça va bien. En tout cas, on a commencé quelque chose qui, je pense, va donner. Dans la production audiovisuelle aujourd'hui,
des documentaires orientés business sur des thèmes aussi sensibles que l'entrepreneuriat en famille, l'industrie numérique, l'histoire de cette industrie numérique, comment elle se construit, les organisations patronales et beaucoup d'autres sujets qu'on regarde parce qu'on a traversé ces choses-là ensemble et notre regard d'homme d'affaires dessus est différent du regard du journaliste. Et quand on interagit avec les acteurs et qu'on discute avec eux, ça fait un espèce de regard croisé sur des sujets très importants. Pas de langue de bois, pas de tabou et on avance. Et ça, c'est assez exceptionnel. On arrive à faire dire des choses qui sont très belles aux gens. Ce qu'on arrive à aller chercher, ce qui, en général, ne sort pas. Et donc, la famille, le premier network, c'est la famille. Le deuxième, c'est les amis. Le troisième, c'est l'école. Les Maristes, Mermoz, Franco. Je veux dire... Et puis ça, il faut remercier les parents. Au-delà de tout ce qu'ils ont fait pour nous, le fait de nous mettre dans ces institutions, et il y a des principes sociologiques qui sont simples. Ça s'appelle... c'est-à-dire... Aujourd'hui, quand on prend 80% des directeurs ou de personnes à des positions de décision au Sénégal, ils sortent de 4 ou 5 institutions. Peut-être une dizaine d'institutions. Celles d'excellence. Et souvent, quand on est enfant, on ne comprend pas pourquoi les parents se tuent à nous emmener là. Mais aujourd'hui, ça veut dire que les gens qui ont reçu... Et c'est un peu élitiste ce que je dis, c'est pas bien. Mais des gens qui ont eu beaucoup de chance dans leur vie et qui ont reçu des éducations premium, qui sont allés dans des très grandes universités, Harvard, HEC, etc. et qui sont sortis des meilleures écoles, déjà depuis le plus bas, la garderie, le primaire, le collège et puis le lycée, ceux qui ont fait les meilleures écoles, qui sont allés faire leurs études dans les meilleures écoles du monde ou qui sont restés ici et qui ont fait les meilleurs cursus, parce qu'ils ont les meilleures bases, parce qu'ils sont dans le système éducatif qui ne faillit pas. Aujourd'hui, ont les positions les plus intéressantes et parce qu'ils sont dans ces positions de décision et parce qu'on a des relations avec eux qui datent de 20 ans ou 30 ans, ben, en fait, la décision, le conseil, la facilitation d'un crédit, c'est « Yo, boy, Fonek, ben, j'ai un problème là, il faut que je t'en parle. » Ou « Qu'est-ce que tu penses de ça? Et j'ai besoin d'un crédit, comment je peux le déposer pour que ta banque l'accepte? » Il va tout de suite te dire « Ça, on prend pas, ça, on prend, présente ça comme ça, fais ça comme ça, fais ça comme ça. » Et bon, après, c'est la réputation, ça s'entretient aussi. Je veux dire, si les gens te font confiance et puis que tu prends de l'argent et que tu ne payes pas, ça ne marchera pas. C'est-à-dire au bout de 2 fois, les gens ne te feront plus confiance. Mais quand tu prends, tu es correct, tu payes, que tu respectes tes engagements, c'est difficile de temps en temps. Hein. Et puis quand tu ne peux pas les respecter, que tu viennes t'asseoir pour dire « je ne peux pas respecter mes engagements ». L'ensemble de ces éléments combinés, la famille, l'histoire familiale, la scolarité, les amis d'enfance, leur position, l'ensemble de ces éléments combinés font qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de facilité. Mais ça, on s'en rend compte avec le temps. On s'en rend compte avec le temps. Et ça se fait plutôt naturellement. C'est pour ça que j'aime pas le principe de self-made man. Pas que je sois riche, je ne le suis pas. Mais si jamais je l'étais, je n'aurais jamais accepté d'être défini comme un self-made man. Particulièrement parce que je suis ce que les sacrifices de mes parents ont fait de moi. Uniquement. Si je peux entrer dans une banque et puis être sûr qu'on va me prêter de l'argent parce que j'ai un excellent banquier, parce que j'ai une excellente relation avec lui, parce qu'il me croit, parce qu'il me connaît, parce qu'il sait ce que je fais, parce qu'il connaît ma capacité technique. Si je connais des gens qui sont à des positions de direction dans 80% des sociétés, c'est des gens avec qui j'ai grandi. Et puis, like, Sénégal-wide, right? Et puis après, il y a les réseaux. Stanford, génial. Les alumni sénégalais de Stanford, on a un beau réseau. On essaie de le consolider, on a un beau réseau.
Enablis, les organisations patronales, les associations d'entrepreneurs, le basket, les clubs de basket, les grands avec qui on joue, les grands qui avaient des terrains de basket chez eux et qui aujourd'hui sont des hommes d'affaires. Il ne faut pas avoir honte d'utiliser son réseau. Et c'est un des plus gros assets d'un homme d'affaires. C'est-à-dire, si tu veux voir le président et que tu connais quelqu'un qui peut te faire voir le président, pourquoi tu ne lui demandes pas? Pourquoi tu aurais honte de dire oui, je vais lui devoir quelque chose? Oui, tout le monde doit quelque chose à tout le monde. Just do it. And then, assure-toi de ne pas le décevoir. That's it. Assure-toi de faire des grandes choses avec ce qu'il t'a dit. Tu quittes cette carrière d'entrepreneur et tu retournes travailler pour une boîte. Pourquoi et comment ça se passe? Tu sais, je disais tout à l'heure que la vie, c'est pas un fichier Excel. Entre ce qu'on prévoit et ce qui se passe, c'est très différent. Et puis, dans cette carrière d'entrepreneur, il y a aussi une carrière familiale. Il y a aussi, pas une carrière familiale, tu vois, une carrière familiale. Il y a une vie familiale, tu vois. On se marie. On fait des enfants. On perd des êtres chers. On perd des bébés. Peut-être une fois, peut-être deux fois. Nos parents prennent de l'âge. Ils sont malades ou pas, ils ont leurs propres problèmes. Les vicissitudes de la vie leur a mis tellement de coups que de temps en temps, il faut les supporter, il faut faire des choix. Il faut faire des choix. Et la vie d'entrepreneur est dure. Elle est excitante, elle est exceptionnelle, mais elle est dure. Une veille de Tabaski où vous n'avez pas payé vos employés et puis vous avez que l'argent de votre mouton, est-ce que vous achetez votre mouton, est-ce que vous le donnez à quelqu'un ou est-ce que vous leur partagez l'argent? Vous faites quoi? Vous passez la Tabaski dans votre grande famille et vous êtes le seul homme marié à ne pas tuer de mouton. Si vous leur donnez l'argent. Si vous leur donnez pas, vous ferez une Tabaski, mais vous avez 60 employés. Vous les avez pas payés. Des fois, vous payez 60 personnes et il vous reste 3000 francs. Vous payez 60 personnes, le loyer d'un building, downtown, toutes les factures, le carburant de tous les véhicules qui tournent pour approvisionner 3500 boutiques de quartier. Et il vous reste 3000 francs après avoir payé vos charges. De temps en temps, vous avez une rentrée d'argent de 10 millions et des dépenses de 150 millions. De temps en temps, vous avez 1 milliard de dettes avec 1 milliard ou plus, avec une garantie sur la maison de votre père. Quand on a vécu tout ça, avant 40 ans, qu'on l'a fait, refait, il arrive un moment où on est blasé. Et puis il arrive un moment où on a envie de... On se demande pourquoi on fait ça. On se demande pourquoi on fait ça. Après, on fait aussi des choix. Moi, je pense honnêtement, mon premier job, c'est pas vraiment Wave, c'est Asa Finance. Je pense honnêtement, chez Asa, j'étais pas vraiment employé, j'étais pas en CDI. Je veux dire, j'étais en contrat de consulting. C'était un contrat précaire, mais j'y ai fait 1 an. Et c'est moi qui ai quitté Asa pour retourner à l'entreprise. Tu vois ce que je veux dire? C'est encore plus bizarre parce que après 1 an d'emploi chez Asa, je suis retourné à l'entreprise. 1 an d'emploi consultance. Je suis retourné à l'entreprise. Et puis donc, j'ai fondé Marainement Sénégal, un associé nigérien. Mais je suis persuadé qu'avec avec certaines choses qui s'étaient passées dans ma vie privée et puis dans mon couple, si j'avais pas rejoint, si j'avais pas fait un break, si on n'avait pas respiré, si j'avais pas eu des horaires normaux pour la première fois depuis que je me suis marié, c'est-à-dire pas finir le travail à 23h et pas quitter la maison à 6h du matin, finir à 17h, aller faire une marche avec ma femme
rentrer, cuisiner ensemble, dîner, manger. Être là pour elle quand il y a des problèmes. Par exemple, quand elle fait une fausse couche. Être là pour elle quand je suis persuadé que je ne serai plus marié aujourd'hui. C'était simple. Le choix, c'était entreprise, la passion, le grit, se développer personnellement, gagner de l'argent de temps en temps, en perdre beaucoup de temps en temps, voir le respect dans les yeux des gens. Parce que ça aussi, ça nous plaît, le truc de Boy boxe bien dans les yeux des gens. Et puis l'autre chose, c'est la fatigue de ton entourage. C'est-à-dire, toi, tu es épuisé, mais eux, ils sont épuisés. Et puis donc, c'est pour ça que je le fais la première fois. Et puis donc, oui, parce qu'avec ma femme, on a plusieurs problèmes de santé liés à la naissance, des trucs comme ça. Et puis, je veux pas être trop indiscret. Je veux pas que ça soit... Je le dis très librement parce que je suis cool avec ça. C'est la vie. Et puis, je suis croyant, donc j'accepte le truc. Et puis, on a dépassé ça. Quand je quitte Asa, c'est pour réentreprendre. Je décide de reprendre un emploi le jour où elle m'annonce qu'elle est de nouveau enceinte. Pour moi, ça, c'est le truc. Le jour où elle me dit qu'elle est enceinte, je prends un job. Parce que je vais être là pour mon enfant, parce que je vais être là si ça se passe mal, parce qu'on a déjà eu des problèmes plusieurs fois et qu'on est terrorisé. Si ça se repasse mal, on se demande comment on va gérer ça. Et c'est juste ça. Je veux une assurance maladie, je veux passer du temps avec elle, je veux pas le risque pour eux, je le veux pas maintenant, je le veux pas dans cette période-là. Et je prends une décision. Je reste un homme d'affaires, j'ai des business qui tournent. Aujourd'hui, je suis associé de Corée, une banque pour la diaspora qui a fait une belle levée de fonds en pre-seed là, et puis qui est génial. J'ai été associé de Brick and Block, une usine qui fait des matériaux de construction, des briques, des pavés, etc. Je suis encore associé de Timix. Je suis Timix et puis donc de toutes les boîtes dans lesquelles Timix est associé par ricochet. Donc oui, j'ai investi, etc. Je suis associé de Marine Mort on est content. On a eu un premier deal qui s'est pas très bien passé, mais on a eu un deuxième deal sur la Maison des Nations Unies avec Envol, un des projets les plus ambitieux du Sénégal. Où on a des lots. On a été consulté par certaines des meilleures boîtes de construction au Sénégal pour aujourd'hui faire l'intelligence de leur boîte et on fait les designs des lots techniques pour rendre des bâtiments entièrement intelligents. Et certains des bâtiments les plus complexes du Sénégal, je peux pas le dire ici parce qu'il y a des NDA un peu chauds et c'est pour des représentations diplomatiques, mais je suis associé d'une belle boîte de construction, mais je suis plus opérationnel. Et c'est pas que j'ai pas envie d'y retourner, ça me démange, hein, ça me gratte. D'ailleurs, entre-temps, je trouve le moyen de faire ce truc de... mais de m'engager et puis de financer ce truc en tout cas de coproduire ce truc de documentaire pour raconter la vie des entrepreneurs sénégalais. Mais je décide de faire un choix. Et puis l'autre chose, c'est que je m'y plais, finalement. J'essaye et j'aime ça. J'ai aimé travailler chez Asa. Parce qu'en réalité, je suis entrepreneur sans toutes les contraintes que j'avais. La fin du mois, ça ne me regarde pas. Et puis, au lieu d'avoir un budget petit, je suis dans une boîte qui fait 1,8 milliard de dollars de flux. Ils ont du cash. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont du cash. Et c'est juste génial pour moi. Comme on dit, le gars qui a galéré à l'entraînement, quand tu le mets sur le terrain, il gère. Nous, on a galéré à l'entraînement.
Ici, c'est le gym. Les gars appellent Dakar le gym. Ici, c'est le gym. Notre écosystème, là, c'est le gym. Les gars sont bons. Et puis, il y a une petite compète entre nous, tu vois. Les gens se regardent de loin, elle est saine. Et les gens se tirent vers le haut. Et j'aime ça. J'aime ça. J'aime cette compétition. Et puis aujourd'hui, je suis chez Wave et j'adore ça. J'adore ça. Je suis dans la plus grosse institution financière d'Afrique de l'Ouest. Qui est en train de relever le défi de make Africa the first cashless continent. And guess what? Ils le font. On le fait. On le fait. On le fait. Il suffit de regarder ce qu'on fait sur le paiement. Il y a un an, qui vous aurait dit que tu peux payer ton taxi digital? Personne ne l'aurait cru. Aujourd'hui, il n'y a aucun taxi au Sénégal à qui tu dis oui, vite te dit non. Il n'y a pas. Aucun taxi à Dakar, en tout cas, au Sénégal. Et puis ça se développe. Jaïkatou Café, Jaïkatou Gerte. Il y a un an, si on t'avait dit que tu aurais pu le payer digital et qu'il aurait un QR code et que tu pourrais flasher, tu l'aurais pas cru. Un an, je te dis pas, c'est pas il y a 10 ans, hein, il y a un an. L'an dernier, à la même période. Tu l'aurais pas cru, tu aurais dit non, ils sont fous, c'est pas possible. Jaïkatou Café Touba, mais jamais il va avoir un compte digital. Et puis faire ses affaires sur un compte digital. Et payer ce compte digital. Mais non, aujourd'hui, on le fait. On le fait, c'est ça qui est grave, on le fait. Et ça m'excite, j'ai envie de faire partie de ça. N'hésitez pas à venir. N'hésitez pas. C'est-à-dire, dans tous les cas, ça va être dur. Plus tôt tu le fais, mieux c'est. Que tu sois entrepreneur, que tu travailles dans une boîte, que... Dans tous les cas, ça va être dur. Venez humblement et faites votre chemin. Vous allez réussir. Il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas. Like, 90% c'est just show up. Commence. Pour moi, le business, l'entreprise ou toute nouvelle chose qu'on commence, c'est comme le mariage. J'ai découvert le mariage comme ça. Quand tu rentres dedans, tu ne sais pas ce que c'est. Tu ne sais pas à quel point c'est dur et tu ne sais pas à quel point c'est nerf. Et tu apprends à comprendre le mariage pendant que tu es marié. Les gens peuvent en parler énormément autour de toi. Tu ne sauras jamais ce que c'est avant d'être marié. Et ça, il n'y a que les personnes mariées qui vont comprendre ce que je suis en train de dire. C'est ceux qui en parlent le moins d'ailleurs. Ils ne discutent pas beaucoup, ils savent. Mais pendant qu'ils sont mariés, ils deviennent des meilleurs maris ou des meilleures épouses. Et même quand ça ne marche pas, même quand ils divorcent, leur mariage suivant, ça devient des meilleurs conjoints. C'est de la même manière qu'on apprend son environnement. On le comprend. On y est un meilleur professionnel, on y est un meilleur employé, on y a des meilleures relations. On sait comment mieux le naviguer. On y est un meilleur entrepreneur, on y est un meilleur employé. En commençant. Just do it. Don't overthink it. Just do it. Et puis après, ne le faites pas aussi juste pour le faire, quoi. L'Afrique, c'est nice, mais la vie, c'est pas un fichier Excel, comme je dis. On peut tomber amoureux d'une Française et puis avoir envie de faire sa vie en France avec elle. On peut tomber amoureux d'une Allemande. Et puis sa vie, c'est... On peut tomber amoureux d'une Allemande et puis ensemble adorer vivre au Japon. On peut rentrer au Sénégal et vouloir aller vivre à Zanzibar ou bien au Nigeria, qui, selon moi, est the hottest place on earth. Si ma femme avait accepté d'aller vivre au Nigeria, aujourd'hui, je ne serais pas au Sénégal. Si tu dois choisir entre Dakar et Lagos, tu choisis Lagos? Ah oui. Moi, je suis un citadin, un boy town. Et j'aime la fast life. Tu vois la chanson du rappeur là, I woke up in a new Bugatti. C'est possible à Lagos. C'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire, je suis allé à Lagos une semaine. Je suis allé au Nigeria une semaine. Je
suis revenu au Sénégal parce que mon argent était fini. J'ai fait 2 jours, je suis reparti. Je suis resté 3 semaines. Je suis revenu, j'ai dit à ma femme, on part. Elle a dit jamais. Si elle avait accepté, je serais là-bas. Pour vous dire que la vie, c'est pas un fichier Excel. Des fois, toi, tu fais ton plan, ta go te dit non. Tu es fou, quoi. Assieds-toi ici. Laquelle tu t'aimes bien. Yeah, that's it.